Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on accueille Julien Rodriguez-Vion, alias Dogbrain pour les intimes et dans l'e-sport. Il est neurocoach et neuropsychologue de formation, mais aussi consultant, formateur, conférencier, entrepreneur. Oh, Bref, la Julien a plusieurs liste. casquettes. La liste. Auteur de son premier ouvrage, le neurocoaching, pourquoi c'est efficace et comment le pratiquer. On va découvrir qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, mais surtout, qu'est-ce qu'il peut apporter en tant que coach mental sur la plateforme Mental in Game. Il nous parlera aussi de sa passion pour le cerveau et répondra aussi à vos questions en live sur la dernière partie de ce live. Donc restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous sur le premier live Mental in Game, première plateforme de préparation mentale pour joueurs e-sport. Dogbrain, bienvenue à toi. Première question, comment vas-tu ce soir? Bah écoute, tout va bien, hein. Là, tu vois, je suis prêt, paré à répondre à tes questions et puis bien sûr à répondre au chat s'ils en ont aussi. Je suis paré pour partir à l'assaut. Super, super, super. Bah écoute, si tu veux bien, on va commencer dès maintenant. Alors, moi, la première question, je t'ai présenté un petit peu en intro de ce live. Maintenant, toi, avec tes mots, bah, qui es-tu? Qui es-tu, Dogbrain, aujourd'hui? Comment tu te définis? Bah en fait, moi je suis avant tout un passionné en fait. Ça c'est vraiment la base, c'est que ce qui me fait avancer dans la vie, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe qui me booste, qui m'entraîne, qui me fait plaisir et bien sûr qui me permet de m'épanouir. Bah, en réalité, en répondant à ces questions, il y a deux grandes choses là-dedans. Bah, la première, c'est le jeu vidéo, que j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans. Hein, donc du Hmm. coup, la première Nintendo, hein, ça a été ma première console. Une belle expérience où j'ai pu, à travers du Mario, à travers des jeux un peu mythiques de cette console, m'épanouir. Et puis après, bah, en fait, ça m'a plus jamais lâché. Jusqu'à l'heure actuelle où je joue, bien sûr, on en reparlera un peu plus tard à d'autres jeux, mais en fait, en cours de route, il y a une deuxième passion qui m'est venue pendant mes études de psychologie, c'est la neuropsychologie, les neurosciences. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait comment on fait pour explorer le cerveau. Quand il va pas bien, par exemple, hein, moi, la base, c'était plutôt le côté traumatisme crânien et AVC. En gros, quand tu as le cerveau Ah oui. abîmé, comment tu le remets en place. Ça a été une partie de ma vie professionnelle et ça l'est encore un petit peu à l'heure actuelle. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'est bien de réparer les cerveaux abîmés, mais sur Terre, il y a beaucoup plus de cerveaux en bonne santé que de cerveaux abîmés. En fait, donc, si on veut pouvoir être efficace avec la plupart des gens, il faut avoir une deuxième point de vue sur la situation, c'est-à-dire comment on fait pour optimiser. Comment est-ce qu'on fait pour justement transmettre un maximum de manières d'optimiser le fonctionnement du cerveau. Et puis, évidemment, c'est à cette rencontre entre les deux passions a donné la rencontre qu'on a ce soir ensemble et aussi le projet Processus dont on parlera certainement un peu plus tard. Mais Évidemment. concrètement, c'est quelque chose qui est en fait l'agglomération de deux passions. Voilà, c'est ces deux passions-là qui se sont rencontrées et qui ont permis maintenant de développer tout un écosystème autour de cet e-sport qui m'a tant passionné depuis 2015, où j'ai commencé à regarder et à jouer à LoL notamment. C'est pour les quelques pistes, voilà, pour me présenter. Bon, ok, super. Alors, du coup, ouais, tu as expliqué déjà, on va dire de manière succincte, ce qui t'a amené à t'intéresser à cet aspect-là, c'est-à-dire le cerveau humain. Mais Ouais. est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été comme ça une évidence pour toi, ou est-ce que c'est au fil des rencontres ou des intérêts que tu as portés sur les sciences humaines, les sciences sociales, ce genre de choses? Bah, en fait, l'envie d'écouter, d'aider, de relationner avec des êtres humains, c'est depuis très longtemps. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Je suis quelqu'un qui a toujours eu cette envie-là, qui a été intéressé par ça. Puis
même au niveau familial, hein. Mon père est aussi coach et thérapeute, ma mère est éducatrice spécialisée, donc on a voilà, cet état d'esprit dans la famille d'accompagnement, d'être avec les gens et de les aider au mieux, quoi, du mieux qu'on peut. Ah, déjà, il y a un cercle familial qui est propice Voilà, à exactement. cet intérêt, à cette passion finalement. C'est ça. Et donc du coup, sur ça, moi je me suis appuyé pour continuer mes études, notamment en psychologie. Puis au tout départ, j'avais pas forcément de déclic plus que ça. Je me destinais potentiellement à être dans un cabinet. Tu sais, un peu l'image, tu vas chez le psy, ça Ouais. va pas très très bien, bah écoute, tu y vas et puis t'essayes d'aller mieux avec. En gros, je voulais faire à peu près ça au départ, sauf que, en fait, entre-temps, dans la psychologie en fait moderne, t'as plein de spécialités. Tu vois, comme chez les médecins, t'as le gastro-entérologue pour le bide, t'as le dermato pour la peau, le neurologue pour le cerveau. Bah, en fait, c'est la même chose pour les psychologues. Et en fait, Ouais. c'est moi j'ai commencé à découvrir un peu toutes ces spécialités, toutes les différentes manières en fait de faire ça, et je me suis rendu compte que bah, ce que je voulais faire à la base, ça m'intéressait moins qu'une chose assez exceptionnelle que j'ai découverte, le cerveau. Comment ça fonctionne, c'est quoi les principales. Et en fait, je te donne une petite anecdote pour illustrer ça. Un jour, j'arrive dans un TD avec une prof que j'adorais à l'époque, et qui commence à nous expliquer un cas, donc une étude de cas, et qui nous embarque dans une histoire de vie, dans une histoire de reconstruction, dans une histoire qui nous permet de voir les choses, pas seulement d'un point de vue purement théorique, tu sais, mais avec du cœur, avec de l'envie, de l'espoir. Enfin voilà, c'était une très bonne raconteuse d'histoire, hein. Le storytelling, c'est quelque chose qui doit te parler aussi. Bah, Mhm. concrètement, c'est là, elle nous a embarqué tellement que moi, le fameux déclic, il était là. C'est que cette histoire-là, moi aussi, je voulais la vivre. Je voulais en être un des acteurs, et c'est là où j'ai commencé justement à m'orienter dans la spécialité de la neuropsychologie et des neurosciences ensuite. Ok, alors c'est ta spécialité, la Ouais, neuropsychologie, mais c'est ça. pour nos viewers éventuellement qui sont avec nous ce soir, mais c'est quoi la neuropsychologie? C'est quoi cette neuro? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot en fait? Bah, derrière la neuropsychologie, c'est tout simplement tous les aspects qui vont regrouper à la fois le fonctionnement cérébral de base, c'est-à-dire par exemple, bah, quand tu fais des gestes, par exemple, si je te fais coucou comme ça, en fait c'est mon cerveau Ouais. qui m'a donné l'ordre et qui m'a expliqué, voilà, tu utilises tes une main, ah bah non, deux mains, ok, pourquoi pas. Bah après, il y a le côté construction du langage, par exemple. Voilà, je suis en train de te parler, de t'écouter, mon cerveau il est obligé de décoder tout ça, pour ensuite Mhm. essayer de construire quelque chose de relativement structuré. En tout cas, j'espère que c'est un minimum structuré, mais en tout On cas, essaye pour ce premier live. c'est ça, un minimum en tout cas. Donc du coup, tu as la partie donc geste, langage, et puis après, tu as la partie si on fait un peu le lien avec l'e-sport, tout ce qui est par exemple prise de décision. Bah, ça, c'est encore une fois le cerveau qui le permet, hein. Et donc du coup, plus tu décortiques comme ça chaque petite étape, chaque partie à la fois du cerveau et à la fois des capacités, bah, plus tu te rends compte que tu as moyen bah, d'évaluer ça. Et ça, c'est la base justement de la neuropsychologie, c'est-à-dire que tu évalues avec des tests, avec des machines, hein, IRM, EEG, etc. Ça, c'est important justement de l'avoir en tête. Et ensuite, tu vas essayer de dire, bon bah voilà, on a un diagnostic, voilà la situation avec la personne. Alors évidemment, si c'est dans un cadre d'hôpital, bah, tu vas voir plutôt bah, c'est quoi les pronostics, combien de temps ça peut prendre pour récupérer, etc. Et puis après, si c'est dans un cadre plutôt de performance, donc là dont on parle par rapport à l'e-sport, bah là ça va être ok, on a une base de travail, maintenant comment on fait pour faire en sorte que la personne, elle améliore cette base de travail, parce que c'est bien d'avoir une base, mais le mieux c'est de Mm. pouvoir justement step up petit à petit pour arriver à exploser les ladders et à défoncer des darons sur tous les jeux qu'on aime quoi, et qu'on pratique. Bon alors du coup, tu as plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous parler celle notamment de consultant, formateur? Qu'est-ce que tu as été conférencier? Alors je cite quelque chose. Moi, je t'ai connu d'ailleurs comme ça sur Ouais, un TEDx d'il y a 5 ans où tu parles de motivation cérébrale. c'est ça. J'avais beaucoup aimé ce TEDx que tu as présenté. Euh, Qu'est-ce que Alors, tu parlais de motivation Ouais. cérébrale. C'est quoi un petit peu qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Bah, Est-ce en que fait, c'est quelque chose qu'on peut retrouver après pour un joueur e-sport? Enfin, est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'e-sport, notamment dans ce TEDx par exemple?
Ouais, carrément. Bah, reprenant dans l'ordre de tes questions, d'abord, consultant formateur, c'est quoi? Pourquoi je fais ça? Bah, parce que, en fait, je me suis rendu compte que la neuropsychologie simple, comme je le faisais à l'époque, c'est-à-dire quand j'étais dans une structure, une association, hein, j'accompagnais des personnes en situation de handicap tous les jours, je Mhm. les aidais, j'aidais l'équipe justement à les accompagner. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que bah, j'étais très limité en ce qui concerne mes actions, mon champ de possibilités, parce que bah, il y a toujours l'association, les sous, la direction. Voilà, il y a 36 000 trucs dans les établissements, et dans le privé ou dans le public, c'est la même chose, qui fait que tu es un peu bridé quoi, en tant que salarié. Et donc du coup, là, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve un autre moyen de justement d'explorer toutes ces possibilités-là. Et bah, c'est grâce à l'entrepreneuriat que je m'y suis mis d'abord avec Neuropro Consulting, qui est ma première boîte, et ensuite avec Processus, qu'on a ouvert avec des collaborateurs justement en mai dernier, sur lequel nous on s'est dit bah je vais utiliser l'expérience que j'ai depuis quand même, je suis sorti de l'école en 2011, mais j'ai commencé à vraiment faire du consulting à partir de 2014-2015, donc du coup ça fait quand même quasiment une petite dizaine d'années que je fais ça, et bah, cette expertise que j'ai acquise avec les formations tous les ans, moi je forme entre 500 et 1000 personnes par an, hein. Et donc du coup, bah, Incroyable ça. ça m'a permis de développer en fait une expertise dans le domaine, de m'amuser maintenant, tu vois, à discuter avec toi et à aborder plein de sujets différents, parce que justement cette aisance, je l'ai construite avec le temps, et à force d'accompagner à la fois le privé et le public, voilà, c'est comme des entreprises traditionnelles, hein, autant que dans l'e-sport, en fait, tu as les mêmes problématiques, c'est juste que le vocabulaire et les spécificités changent. Ce qui est intéressant justement et ce qui fait lien avec l'e-sport, c'est que on a un glissement entre l'entreprise traditionnelle ou l'association classique, puisque c'est les deux grands modèles qu'on va avoir dans l'e-sport, hein, l'entreprise et Ouais. l'association, et on va avoir aussi évidemment le lien avec les formations et le consulting, puisque en fait tu peux faire exactement le même principe, c'est juste qu'il faut adapter le vocabulaire, adapter les procédures aux différences, hein, comme si tu prenais une autre entreprise, mais là c'est un autre univers. Et vu que c'est quelque chose, moi, qui me passionne, parce que comme je te le disais, je suis l'e-sport maintenant depuis 2015, quand j'ai commencé à jouer à LoL, et en plus, de plus en plus loin, en fait, de plus en plus profondément. Et donc maintenant, après des analyses, des recherches justement scientifiques notamment, et bah, je me suis dit, tiens, c'est le moment, après avoir bien bossé sur le sujet, faut qu'on lance le site, faut qu'on lance les prestations, et donc du coup, bah, avec Processus, là, on est le premier organisme de formation spécialisé dans l'e-sport, donc du coup, la Alors, transition on, réussie, quoi. on va pouvoir y revenir sur Step Up, Ouais. notamment. Du coup, on peut tout de suite l'aborder, hein, finalement. Comme tu veux, Qu'est-ce que Step Up? Euh, c'est mon Qu'est-ce que tu émission. peux nous dire dessus? Pardon? Je dis c'est la première émission qu'on a mis en place justement avec Processus. Ouais, C'est exact. très Elle est sympa. disponible sur YouTube, je crois. La première, ouais, là je suis en train j'ai monté la deuxième, tu vois, aujourd'hui. Elle va être upload là d'ici la fin de semaine, donc vous aurez la deuxième Step Up dans les jours à venir. Et donc Step Up, c'est vraiment une émission que j'ai dédiée à la performance e-sportive de manière générale. Pas que à la Mhm. préparation mentale, parce que bien sûr là on est en train d'en discuter parce que c'est notre sujet qu'on a en commun notamment, mais en fait si on doit prendre l'entité e-sport en entier, il y a la possibilité de faire progresser la performance dans plein de domaines différents, que ce soit au niveau du staff, des e-sportifs, des structures. Et en fait, l'intérêt de cette émission-là, c'est d'être axé uniquement là-dessus. Hein, on va pas aborder, par exemple, je sais pas, moi, les derniers éléments de l'e-sport global. Non, c'est pas ce qu'on va aborder. C'est vraiment uniquement axé comment on perf, c'est quoi les idées, quelles sont les problématiques qui vont avec, et on essaye avec des experts et des joueurs pros ou semi-pros d'expliquer en fait un petit peu comment on travaille, c'est quoi les différents éléments qu'on peut améliorer quand on est e-sportif, amateur, semi-pro ou professionnel, et bah, grâce à cette interaction entre moi qui suis le présentateur, l'animateur, et les experts et les joueurs pros et semi-pro, bah, en fait ça permet d'avoir bah, différents points de vue, différentes manières d'expliquer les choses, et donc d'apporter du contenu pour les e-sportifs, les staffs ou les structures à travers une émission très sympa, chill, hein, parce que l'idée c'est vraiment, on papote, on est là un peu comme tous les deux, on est évidemment un peu préparé pour avoir quelques éléments de structure, mais la réalité c'est qu'on est trois personnes ou deux personnes et on papote tranquille, quoi. Ouais, j'ai vu. Alors, comment s'appelle pour ceux qui sont avec nous sur le live? Hmm. Comment s'appelle ta chaîne YouTube?
Alors, la chaîne YouTube, c'est Processus eSport. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer par MP les liens et tu pourras les mettre dans le chat. Et donc, du coup, ouais, c'est un super projet qu'on a justement pour faire vivre un petit peu l'entreprise, parce que vu qu'on a ouvert que depuis mai, bah, c'est quand même quelque chose d'assez récent, et on a besoin justement d'être un petit peu plus dans une connaissance un peu plus approfondie de qu'est-ce qu'on fait, c'est qui on est, ce qui est normal, hein, j'ai envie de dire, quand on Ouais. commence, il faut aussi communiquer, et c'est un bon moyen de communiquer. En plus, on s'éclate à préparer ça, enfin voilà. Moi, je sais que c'est un plaisir d'animer l'émission, et donc du coup, bah, on essaye de le faire le mieux possible, évidemment, pour que ce soit le plus qualitatif, parce que bon, à un moment donné, faut aussi qu'on puisse montrer que ce qu'on fait, c'est pas juste, ouais, on fait les fous et puis on papote. Non, il y a vraiment du contenu, il y a vraiment des éléments constructifs, il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent d'être focus et de step up vraiment. Bah, c'est l'émission, hein, c'est ce que ça veut dire, step up, hein, on progresse, quoi. C'est exactement ça. Alors du coup, il y a Step Up et par rapport à Mental In Game, faut savoir que Doug Brain est donc coach sur la plateforme Mental In Game Yes. depuis son lancement. Donc il est tout à fait accessible. Il suffit d'aller sur le site de mentalingame.com pour retrouver son profil. Euh, de toute façon, vous le savez, c'est le début, j'espère, d'une belle histoire. Notre Ouais. collaboration est toute fraîche avec Brain et avec les autres aussi profils de Eh oui. préparateurs mentaux qui ont rejoint la plateforme. Et j'en profite aussi pour dire que nous aurons l'occasion, évidemment, sur d'autres lives, de présenter les autres profils. Eh oui. Pour en revenir à toi, Doc, est-ce qu'un coach mental doit être dédié à un seul et même jeu ou est-ce qu'on peut aborder tous les jeux? Est-ce que si je suis joueur de League of Legends, Mhm. est-ce que je peux être coaché pour un autre jeu par le même coach mental? Ou est-ce que le coach mental doit connaître absolument les jeux sur lesquels le patient, en tout cas le client est? Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais, bien sûr. Bah, en fait, tout dépend quel rapport on va avoir. C'est-à-dire que si c'est pour travailler hyper ponctuellement sur une petite chose, sur voilà, quelques jours, quelques semaines, très rapide, en gros, sur une généralité de la préparation mentale, on peut se dire, bah, il n'y a pas forcément besoin de connaître à fond le jeu en question. Si tu sais déjà ce que c'est, la base, même si tu n'y as pas joué à fond, mais que tu connais le principe, ou que c'est un FPS et que tu as déjà joué à des FPS, bon, ok, ça peut passer parce que tu connais le principe, tu comprends les bases, et donc tu peux essayer de comprendre et de t'adapter sur le moment. Mais en fait, ça c'est uniquement pour des petits suivis très, très courts ou des éléments partiels où tu travailles sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, c'est-à-dire, bah, par exemple, je sais pas, moi j'arrive pas à gérer mon sommeil. Bah là, ok, ça a rien à voir potentiellement avec le côté e-sportif pur. C'est plus de Ouais. l'organisationnel, de la rigueur, etc. Donc ça, éventuellement, ça peut se travailler, par exemple, si on ne connaît pas forcément le jeu. Mais à partir du moment où tu as un investissement plus important, si par exemple tu es embauché dans une équipe pour être un préparateur mental d'équipe e-sportive, c'est-à-dire que tu vas suivre toute l'année un roster ou plusieurs rosters, là pour moi c'est obligatoire de connaître les jeux. Alors peut-être pas à fond que les e-sportifs ou qu'un coach spécialisé là-dedans, mais en tout cas que tu connaisses au minimum tous les éléments de base, que tu joues un petit peu pour savoir comment ça se passe au niveau des sensations, de qu'est-ce que ça a comme conséquences psychologiques, qu'est-ce que tu as besoin de savoir sur les bases, parce que bah, y a des jeux qui vont être plus ou moins frustrants, par exemple. On parlait de LoL, alors là, typiquement, au niveau frustration, on est à 12 milliards. Hein. Mais concrètement, c'est hyper important, si tu fais un travail sur le long terme avec un roster, de pouvoir connaître quelles sont les conditions, les différentes modalités de jeu, s'il y a plusieurs options, plusieurs stratégies, il faut que tu puisses être au courant, parce que même si c'est pas toi le coach qui va donner la stratégie, il faut que tu comprennes s'il y a un bug dans la stratégie, c'est quoi qui bug. Et donc Ouais. il faut que tu comprennes le jeu, il faut que tu comprennes la stratégie qu'il y a derrière. Voilà. Pour moi, il y Ouais, a... donc il y a un minimum à peut-être à savoir dans ce cas-là où Ouais, que tu précises, c'est peut-être connaître un minimum les mécaniques, les stratégies de jeu ouais. pour pouvoir aller peut-être travailler de manière plus précise, j'imagine. D'ailleurs, que ce soit en individuel ou en collectif. C'est ça, bah en fait tout dépend si c'est un e-sport individuel ou collectif, hein. Typiquement sur du Fortnite solo,
bah t'es solo quoi, tu t'as pas d'équipe, t'as pas de team play, alors t'as un staff bien sûr si t'as un staff autour, mais ça peut être en individuel, y compris dans les équipes. Imaginons on reprend LoL, si on prend l'équipe de 5, on peut faire et du travail individuel pour faire du spécifique, c'est-à-dire on sait que cette personne-là par exemple, elle a du mal à gérer sa frustration, donc on va faire un travail spécifique avec. Et on sait aussi que l'équipe a du mal à communiquer en situation de stress par exemple. Et donc là on fera un travail d'équipe. Donc en fait, l'individuel ou le collectif dépend vraiment à la fois des besoins des e-sportifs en tant que tels et aussi du besoin d'équipe si c'est un e-sport d'équipe, bien sûr. Mhm. Ok, ok. Et bah, du coup, qu'est-ce que. Parce que nous, on parle sur Mental Game, on est la première plateforme, ou la plateforme en tout cas, de préparation mentale. Neuropsychologue, neurocoach, Ouais, préparation mentale. euh, ça se rejoint. Je veux dire, on est quand même dans le même domaine. clairement. Euh, Qu'est-ce que représente la préparation mentale pour toi aujourd'hui? Alors pour moi en fait c'est hyper vaste parce que justement tu disais tout à l'heure que je suis auteur et que j'ai écrit un bouquin, on y reviendra peut-être, mais c'est que ça va plus loin que juste l'e-sport. Pour moi la préparation mentale ça devrait être, parce que ça ne l'est pas encore malheureusement, quelque chose qui est inclus à l'école. Ça devrait être dès l'enfance, dès tout petit, Ouais, je suis on complètement doit d'accord avec toi. préparer les cerveaux des petits, des enfants, pour qu'ils deviennent des adultes épanouis. Et la préparation mentale, en fait, ça commence là. Comment tu éduques tes enfants? Qu'est-ce que tu leur proposes? Comment tu les aides à faire face aux difficultés? Parce qu'il y aura toujours des difficultés, faut pas rêver. Hein, on n'est pas dans un Mm. monde de bisounours. Mais au moins, tu vois, de leur donner des bases solides de comment on fonctionne, c'est quoi les émotions, comment on communique avec les gens. Tu vois, c'est des trucs très, on peut se dire très basiques, très simples, mais en réalité, il n'y a personne qui nous apprend ça. Tout simplement parce que la société n'est pas prête, elle n'a pas de préparation mentale à la vie. Et en fait, pour moi, ça commence là, en fait, la préparation mentale. Après, évidemment, si on Ah, va un peu plus loin, tu peux faire le lien avec la vie professionnelle ou la vie personnelle, ou tu peux faire de la préparation mentale aussi. Imaginons si demain, je sais pas, moi, tu te dis, allez, let's go, je change complètement de vie, et puis je vais faire un truc que je connais pas du tout, bah faut que tu puisses te préparer à faire tous les changements, à apprendre des nouvelles choses, à choper un nouveau poste potentiellement, et donc du coup, bah tu te dis, bah ouais, là, il y a des choses que je connais pas, tu vois, que je maîtrise pas. ouais, concrètement, enfin moi j'aime bien quand tu dis que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre depuis tout petit, et tu disais à l'instant que bah, comment on éduque nos enfants. C'est Et ça. je pense aussi en parallèle, c'est aussi, et ça peut être un autre sujet, après on pourra en parler, mais Hmm. dans l'éducation nationale, on devrait aujourd'hui avoir à l'école, au collège et au lycée, je ne sais pas, peut-être des cours sur comment mieux se connaître, puisque pour moi, très simplement, la préparation mentale, c'est aussi c'est apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir faire face à toutes ces choses qu'on rencontre d'ailleurs aujourd'hui, qui sont que ce soit socialement parlant, et toute la vie qu'on a aujourd'hui, les choses qui vont à 100 à l'heure, enfin les réseaux, et tout ce qu'on connaît. Et je pense qu'il y a vraiment le travail éducatif via les parents. Encore faut-il que les parents aient une certaine connaissance de Eh ce oui, sois au domaine, courant. exactement, et pour pouvoir le transmettre. Mais aussi, je pense véritablement, à l'éducation nationale, on devrait avoir quelque chose Ouais. qui fleurisse pour accompagner tout ça, parce que les parents sont aussi souvent seuls pour ça. Mais ouais, je pense qu'il y a un grand gap là à Bah faire clairement, avec l'éducation nationale. clairement, à partir de, si on se concentrait moins sur les théorèmes de Pythagore et plus sur comment on gère ses émotions dans la vie quotidienne, bah, je peux t'assurer que on aurait beaucoup moins de problèmes dans les rues, dans la vie, dans les entreprises et dans l'e-sport aussi, puisque ça touche bien sûr l'e-sport, parce que la préparation mentale, c'est un des éléments, justement, on en discutait avec les joueurs pros, justement, sur les émissions Step Up que j'ai faites cette semaine. Donc, hier, notamment, j'en ai fait une avec un e-sportif de Crazy Sport, un breton. Perceval, il Ah s'appelle. oui, Et donc, on du le connaît coup, bien. il est venu, il a eu la gentillesse de venir avec notre ami aussi Yuen. Yuen Yoann Rocabois, Rocabois. eh oui, de chez G2, préparateur mental chez G2 e-sport. Et en fait, on discutait de ça et avec une vraie réflexion autour de, bah en fait, oui, il y a un vrai besoin en fait. Il y a quelque chose qui est à travailler, à faire tout simplement parce que bah, même si on a une bonne base, même si on a eu une éducation qui peut nous paraître suffisante, en fait, si on veut optimiser, si on veut vraiment aller jusqu'à
la LEC ou alors les Worlds, si on parle de LoL par exemple, en tout cas aux championnats les plus élevés et les ligues les plus élevées, bah en fait, tu peux pas te permettre d'être juste bon. Il faut que tu sois excellent, voire même exceptionnel. Et en fait, pour arriver à ça, si tu n'as pas de préparation mentale, ou en tout cas si tu n'as pas suffisamment de base solide en préparation mentale, eh ben, tu vas clairement à un moment donné arriver à un plafond. Et ce plafond-là, malheureusement, tu ne pourras pas le franchir si tu es en solo. Et ça, malheureusement, pour les e-sportifs, bah, c'est très compliqué à mettre en place parce que tout le monde ne peut pas soit se payer un préparateur mental, soit avoir un staff autour de soi. Alors évidemment, heureusement, il y a des plateformes comme la vôtre qui proposent justement quelque chose de plus démocratisé, de plus accessible, où tu peux avoir un préparateur mental très rapidement. Et là, je te renvoie la balle pour proposer justement, pour faire le lien avec ce que tu fais, parce que pour moi, c'est très très pratique d'avoir ce genre de formule. Bah, effectivement, oui, bah, c'est un peu notre leitmotiv, hein, c'est de démocratiser la préparation mentale en e-sport, tu le sais, et ce sera grâce à vous, ce sera grâce à vous les coachs sur cette plateforme. Moi, avec Guillaume, on construit cet écosystème et on va essayer de mettre et d'apporter un maximum de valeur, Mm. de connaissances, de contenu pour pouvoir démocratiser et rendre la préparation mentale accessible au plus grand nombre de joueurs e-sport. Encore faut-il que ceux qui s'y intéressent, ou en tout cas peut-être ceux qui s'y intéressent moins, prennent conscience, ou c'est un souhait, mais c'est aussi une réalité, parce que je pense que voilà, euh, on- on- il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en compétition, qui perdent leurs moyens, alors que quand ils jouent euh, tout le reste du temps en entraînement chez eux, ça se passe très bien, ça Ça, clique là où il faut. euh, et puis on arrive dans des compétitions avec un enjeu, et là tout de suite bah, on perd ses moyens, et ça peut être dû à un stress, ça peut être un problème de confiance en soi, ça peut être peut-être je me concentre trop sur mon adversaire qui potentiellement sur le papier est plus fort que moi. mm, Ce sont donc des choses qu'on ne maîtrise pas, et donc comment se recentrer sur ce que nous on maîtrise, ce que toi en tant que joueur tu maîtrises, mm, pour pouvoir passer ces caps-là. C'est un peu tout ça, la préparation mentale, et plein d'autres choses évidemment. ouais, clairement. Et en tout cas avec Mental in Game, c'est l'objet, c'est pouvoir vous donner l'opportunité de travailler ces aspects-là avec, avec un coach mental, avec un neuropsychologue. Chaque profil de coach est différent sur la plateforme, et c'est ce qui va faire la diversité, et qui va faire qu'on a envie de travailler peut-être plus cet aspect ou un autre qu'un autre, pardon. Bah oui. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Alors du coup, tu nous as dit ce que représentait un peu la préparation mentale. Ouais. Euh, est-ce que, est-ce que tu as, et ça va être la deuxième partie, tu vas devoir, voilà, je sais Oh, pas si tu étais prêt, waouh. mais c'est comme ça, on est en live, Allez, let's go. on y va, Je suis c'est de flex. l'impro. On veut Plasticité découvrir cérébrale aujourd'hui activée. exactement plasticité cérébrale, c'est indispensable de nos jours. On aimerait, je pense que nos auditeurs, nos viewers aimeraient découvrir un outil de la préparation mentale. En tout Mhm, cas, peut-être tu pourrais nous présenter un outil que toi, tu aimes plus qu'un autre, ou en mhm. tout cas celui que tu as envie de présenter ce soir, quelque chose qui peut aider un joueur e-sport dans sa problématique, et tu nous expliqueras quelle problématique sert cet outil, Mhm. et comment on peut l'utiliser. On va voir. Alors, quel outil tu pourrais nous présenter ce soir? Alors, ce soir, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, tu vois, quand j'ai commencé à faire le lien avec l'e-sport et les techniques que je maîtrise déjà et que je développe, bien sûr, hein, puisque ce sont non seulement des techniques que je peux utiliser même moi, hein, pour moi-même individuellement, et qui évidemment sont des conseils que je peux donner après à des patients ou des clients en fonction de qui j'ai en face de moi. Et il y en a un particulièrement qui m'a vraiment servi beaucoup à moi et aux personnes que j'accompagnais, et qui est très utilisé notamment dans le sport traditionnel, c'est la visualisation. Et ça, clairement, pour moi, alors je vais vous en proposer trois ce soir, trois exemples, hein, pour que vous puissiez un peu comprendre comment on peut Super. l'utiliser, dans quelle situation. Alors, c'est pas exhaustif, hein. Là on est en mode chill, je vais faire quelques exemples qui peuvent être sympas, mais il y a plein d'autres manières de le faire. Donc si vous l'avez fait autrement, rassurez-vous, hein, vous n'avez pas tort, c'est juste qu'il y a tellement d'exemples d'utilisation de la visualisation que voilà, je peux pas être exhaustif ce soir, sinon on y serait encore demain matin. Pas Donc de voilà. souci. Alors, c'est quoi la visualisation, Doc? Allez, let's go, on part sur la base concrète, c'est quoi? C'est
si tu fermes les yeux et que tu fais apparaître un objet. Tiens, tu veux bien faire l'expérience avec moi? Je joue, je joue, je joue. Allez, super. Si je te dis, voilà, tu fermes les yeux, ok, et tu visualises un ours blanc. Imagine un ours blanc, voilà. Tu vois la tête peut-être, tu vois le corps, il est blanc, il est gros, il a des poils, il y a des griffes, hein. Et tu le vois, alors soit tu le vois sur la banquise, ou tu le vois peut-être même dans le vide, mais tu vois un ours blanc. Voilà. Et bah là, tout simplement, tu as fait de la visualisation. C'est simple, Ouais, c'est bah écoute, efficace. c'est aussi simple que ça? Ouais, carrément. Alors évidemment, là, je t'ai guidé, j'ai Ouais. orienté ton attention et j'ai construit l'image avec toi, et c'est justement ce à quoi on sert, nous, les préparateurs, c'est justement pour aider à construire une visualisation efficace. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans le côté un peu plus théorique, en fait, la visualisation, c'est quoi? C'est que on crée un schéma dans le cerveau qui va retrouver, soit en se basant sur les souvenirs, par exemple, hein, si tu as déjà vu des ours blancs dans des reportages, par exemple, ou au zoo, bah, en fait, tes souvenirs, c'est ce qui va te permettre de construire la visualisation. Visualiser, par exemple, quelque chose qu'on n'a jamais vu, ou qu'on n'a jamais ressenti, c'est compliqué. Parce que justement, on n'a pas eu d'image précédente. Donc il y a des souvenirs. Et puis après, il y a le côté imaginaire pur. C'est-à-dire que on va construire avec cette base de souvenirs et ces sens qu'on utilise tous les jours, eh bien, on va reconstruire une image. Hein, l'ours que tu as visualisé, c'était peut-être pas exactement l'ours que tu as vu au zoo. Mais par contre, tu l'as Non, pas du reconstruit tout. avec Ouais, ce que j'ai tu connais. imaginé quelque chose sur les bases de mes expériences, mais effectivement, je l'ai créé à l'instant, quoi. C'est ça. Et donc c'est là le côté créativité imaginaire qui va venir améliorer la réalité et parfois même la reprendre, ou alors tout simplement essayer de la mettre le plus proche possible de ce qui est les conditions réelles. Et c'est ça ce qu'on va chercher dans l'e-sport notamment, c'est que on va utiliser la visualisation, par exemple, ça c'est le premier exemple, dans une montée sur scène et une installation. Typiquement, tu parlais tout à l'heure avec ton exemple de la différence entre la solo queue dans la chambre et le tournoi en LAN avec le bruit, les gens, les équipes autour, le bordel, etc. C'est plus du tout la même chose. Donc en fait, pour se préparer mentalement à ça, on peut visualiser cette arrivée sur scène et comment on s'installe, c'est quoi les différentes étapes, etc. Et en fait, plus on va le visualiser, plus ça va devenir comme si on l'avait vécu. Je te donne un petit truc comme ça avec la visualisation. C'est qu'en fait, tu n'as pas de différence dans le cerveau entre la réalité, c'est-à-dire si tu montes sur scène vraiment, et si tu la visualises correctement. Donc en fait, si tu travailles suffisamment ta visualisation, c'est comme si tu avais fait la montée sur scène une première fois. Alors, si on prend l'exemple de la montée sur scène, si tu l'as fait qu'une seule fois dans ta vie, ou tu l'as vraiment jamais fait, bah, qu'est-ce qui va se passer au moment où tu arrives? Première fois, stress de Ouais, ouf, tu vas être perdu, tu vas être là, shaky, ouais, shaky, PLS et tout ça. Hein. ouais, c'est Donc ça. du coup, forcément, c'est très compliqué. Alors que si, imaginons, tu te dis, ok, pendant les 2-3 jours avant la LAN, je vais me visualiser plusieurs fois par jour la montée, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi mes premiers pas, ma routine, mon installation, et tout ça en respirant tranquillement, en étant en état de déstress le plus total, pour associer le souvenir que tu es en train de créer, parce que c'est du souvenir de visualisation, Ouais, c'est ça. avec la détente. Donc en gros, tu associes la montée sur la scène avec le côté déstressant. Donc ton souvenir, ce sera D'accord. quoi? Bah, de tes montées sur scène successives que tu as visualisées, bah, c'est je suis monté, j'étais en mode chill, tranquille, je suis monté sur scène, j'ai fait mon truc, ça s'est très bien passé. Et en fait, c'est ce qui va arriver dans ton cerveau. Tu vas avoir des souvenirs visualisés, ce qui va faire que, comme si tu avais fait 15 fois, 30 fois, 50 fois la montée dans la réalité, et bien là, tu l'as fait dans ta visualisation. Donc, si je comprends bien, ça, c'est quelque chose que je fais, donc, bien évidemment, au préalable. Ouais, Je peux le faire, donc, chez moi, là, ici, ouais, je suis dans ma chambre, c'est sur mon ça. poste, sur mon bureau, et je vais donc visualiser mon arrivée sur scène, à Ouais, préparer mon setup, je m'imagine que je suis en mode chill, ça va, ça se passe bien, je c'est me sens ça. bien en fait. Exactement. J'enlève l'image l'expérience que j'ai eue, que j'ai vécue, qui était peut-être stressante, Si elle l'a été, si oui. S'il y elle l'a s'il y été, a eu des précédents, oui, bien sûr, on va essayer mais en tout cas, je me d'évacuer ça. reconstruis et je recrée une image de moi en train d'arriver, d'être serein, Ouais. voilà. Et ça, tu le fais combien de fois en fait? Bah, en fait, tout dépend quand est-ce que tu commences et l'importance que ça a, le niveau de stress que tu peux avoir. Si par exemple tu es quelqu'un de très stressé de base, c'est-à-dire que
les expériences passées que tu as eues sur scène, tu sais, devant la classe. Hein, Ouais, typiquement, quand tu faisais, je sais pas, t'allais au tableau, ou que tu récitais un poème, t'étais paralysé, t'en pouvais plus, t'étais complètement ouais, c'était le cas. freeze, bah voilà, bah typiquement, ça c'est le genre de stress majeur qui va faire qu'il y a besoin d'une préparation longue, donc là plusieurs jours, voire plusieurs semaines de préparation et de visualisation, parce que en fait tu peux pas résumer la visualisation simple. Si tu vois que le niveau de stress est trop important, la visualisation seule ne suffit pas. Et c'est là où on y ajoute justement des exercices de respiration par exemple, pour que physiologiquement on ait un accompagnement du cérébral. C'est-à-dire que je calme mon corps et je visualise dans ma tête. Comme ça, le double effet, c'est-à-dire que ça va se rejoindre tranquillement pour faire un tout qui est, quand j'arrive, mon cerveau et mon corps sont le plus équilibrés possible, même si je suis quand même stressé, je vais gérer parce que justement ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus. Donc en réalité ça dépend vraiment du degré de stress et de la capacité de la personne aussi à visualiser et à avoir une régularité dans sa visualisation. Mais en réalité, si tu veux vraiment avoir une efficacité au top, le 15 jours, 3 semaines, voire un mois, si tu veux vraiment faire les choses bien, et pour moi un minimum parce que ça te permet de le faire tous les jours. Parce que notre cerveau, il faut savoir qu'il change beaucoup mieux si on le charge peu, mais on le charge longtemps. C'est-à-dire qu'on va faire, je sais pas, 10-15 minutes de visualisation par jour, plutôt que de faire 2 heures de visualisation pendant une semaine à la fin. En fait, il sera beaucoup moins à l'aise parce que super chargé et donc l'efficacité sera pas forcément au rendez-vous. Il vaut mieux faire 10 minutes par jour pendant un mois que 2 heures la dernière semaine en espérant que ça va faire le taf. Ouais, donc C'est pas je les suffisant prends pas au forcément. dernier moment Voilà. et donc c'est alors est-ce qu'on est d'accord pour dire que bah, finalement tout ça c'est comme jouer à mon jeu, c'est de Mm. l'entraînement. Ouais, C'est quelque chose que je dois pratiquer de manière régulière, c'est ça. en tout cas de manière régulière et d'être assidu sur ça. Alors c'est parfois difficile de le faire seul, d'où l'importance peut-être de se faire accompagner pour celles et ceux qui souhaitent véritablement. Euh, alors, je vais pas parler de résultats parce que je le sais, je l'ai déjà Mhm. discuté avec d'autres préparateurs mentaux. On parle pas de résultats, mais plutôt de. Alors, je sais plus, tu vas peut-être me retrouver le mot. Parce que vous n'avez pas un devoir de résultat Un devoir de moyens. avec un devoir de moyens. Ouais, c'est ça. Merci, Doug Bryan. On donne les moyens et après c'est à l'e-sportif de s'engager avec ces moyens-là et de faire tout ce qu'il faut pour que ça ait des résultats pour lui. Mais c'est pas nous qui faisons les résultats. Les résultats, c'est ce qui fait qu'il travaille, qu'il est régulier, qu'il va construire justement avec les différents outils qu'il aura appris pour ensuite avoir des résultats. Mais ça dépend pas de nous, ça dépend de lui. Nous, on a obligation de lui donner tous les moyens qu'on a à notre disposition et on le fait volontiers. Mais par contre, bah, le résultat, l'obligation de résultat, c'est l'e-sportif envers lui-même. Nous, on a fait le boulot, en quelque sorte, on lui a transmis, et après, bah, c'est à lui, évidemment, avec notre soutien. On est toujours là, bien sûr, mais c'est à lui de mettre en place les changements, les différentes problématiques qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur. Quoi. Mais le résultat, oui, c'est lui. Bon. Ok, donc là on a parlé de la visualisation. C'est un outil que tu utilises, que d'autres aussi, préparateurs mentaux, utilisent Ouais, avec les joueurs, que ce soit exactement, en individuel ou en collectif. Hein. J'imagine que la visualisation, ça peut se tout à faire fait. aussi en collectif, tu confirmes? Ouais, ouais, moi j'ai des exemples comme ça, par exemple, de sportifs de haut niveau ou alors pilotes de la patrouille de France ou des personnes justement qui ont besoin d'avoir une coordination carré, en fait, bah, plus on va visualiser ensemble, plus on va visualiser les mêmes choses, bah, plus on aura aussi un rythme particulier, même si on n'est pas dans le même cerveau. Si on coordonne, si par exemple, tu as un préparateur qui est là et qui guide la visualisation d'une équipe, c'est-à-dire, bah voilà, vous allez arriver tranquillement sur scène, vous allez marcher d'un pas calme, vous allez respirer tranquillement, monter la première marche, la deuxième, la troisième. Mais en fait, si toute l'équipe voit la même chose, même s'il y a les différences évidemment en fonction de l'imagination de chacun, bah ça donne un rythme, ça donne une construction commune que tu peux faire avec plusieurs personnes, une équipe hein, typiquement. Et puis après, l'avantage de ça, c'est que tu peux aussi travailler sur des détails pour chaque personne. C'est-à-dire que tu peux faire à la fois une trame globale pour aider à avoir un état d'esprit d'équipe. C'est ce que font par exemple les danseurs, tu vois.
pour danser et pour visualiser la chorégraphie, à un moment donné, ton corps il est cramé, bah, tu peux continuer à la visualiser dans ta tête pour pouvoir travailler. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec la deuxième version de la visualisation. C'est ce que moi j'appelle la visualisation de dextérité. C'est-à-dire que quand on est dans une pratique, on a forcément du skill, on a des APM, on utilise nos bras, nos jambes, alors évidemment pour se caler plus les jambes, mais la tête, les épaules, voilà, toute la partie justement qui nous permet de cliquer, hein, et puis de jouer avec le clavier. Donc ça, on peut le faire un certain nombre d'heures par jour. Sauf que le problème, c'est que de plus en plus, les études montrent qu'il y a des troubles musculo-squelettiques, hein, donc des problématiques de tendons, il y a des problématiques musculaires, il y a des problématiques de canal carpien, etc. Enfin, il y a plein de problématiques autour de l'e-sport qui s'installent parce que on en fait trop. Comme un sportif qui se blesse, hein, c'est la même chose, on est des e-sportifs, et donc il faut aussi prendre en compte que le physique est présent, est là, et qu'il faut y faire attention. Donc plutôt que de vouloir enchaîner, jouer, parce que tu sais que si tu joues pas, par exemple, tu perds tes réflexes, et ça c'est un truc qu'il y a beaucoup d'e-sportifs qui s'en rendent compte, hein, une semaine sans jouer, et là t'as l'impression d'être un boomer quand tu reviens, quoi. Tu vois. C'est vrai, hein, on va pas se mentir. Mais là, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est d'utiliser... Eh ben ouais, la visualisation, c'est d'utiliser là pour faire les combos. Imaginons, tu vois, on est sur LoL, et tu sais que tu dois faire un enchaînement typique avec un champion, à savoir, par exemple, moi j'ai joué pas mal en top lane avec Kennen, pour ceux à qui ça parle. Donc Kennen qui est un champion qui doit avoir plusieurs outils justement pour en plus de ses sorts s'en sortir. Donc typiquement on a la belt, la proto belt plus le Zonia, ceux qui connaissent LoL verront de quoi je parle, qui sont en plus de ses sorts, du flash qui est très important sur Kennen pour arriver au plein milieu de la mêlée dans le Maelstrom et en même temps se rapprocher de son ennemi, faire le Zonia au moment. Enfin voilà, c'est une mécanique qui demande beaucoup d'entraînement typiquement. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est sur le combo, plutôt que de le faire avec ses doigts, donc d'appuyer et d'utiliser les muscles, les tendons, etc., au risque de les abîmer ou de se faire mal, il faut le faire dans sa tête. C'est-à-dire que le combo, tu visualises tes doigts, donc tu peux le faire une première fois, hein, je te donne l'exemple clairement que tu pourrais faire par exemple. Toc, tu mets tes doigts comme tu les positionnes habituellement, et au début, tu vas juste les regarder et tu vas faire ton combo dans le vide. C'est-à-dire que là, tu mets un ward, tu t'en fous, hein, t'es pas sur le jeu, tu mets un ward et tu fais juste le combo que tu as l'habitude de faire quand tu veux faire par exemple un flash ulti Zonia. Voilà, typiquement. Flash ulti Zonia, boum, tu as un enchaînement de touches qui va être en fonction de ce que tu as configuré, et tu le fais une première fois, puis après tu fermes les yeux, tu essaies de le refaire dans ta tête. Si c'est pas clair, hop, tu le revois, tu le refais. Tu le refais dans ta tête. Tu le revois, tu le refais, etc. Et en fait, au bout d'un moment, à force de le revoir et de le refaire, ton cerveau saura le revoir sans le refaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va imprimer, quoi. Hein, et donc tu pourras le refaire à l'infini, parce que en fait, ton cerveau, lui, contrairement à ton corps, il peut le refaire sans se blesser. Il peut le refaire à partir du moment où tu as encore des ressources, il refait, jusqu'au moment où, évidemment, t'en as marre et que tu arrêtes. Mais tu peux faire pour tous les combos, pour toutes les successions de touches, par exemple, eh bien la même chose en enchaînant le visuel pur et ensuite la visualisation, visualisation, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, tu t'entraînes dans ta tête en virtuel, plutôt que de te faire mal et puis de continuer à vouloir absolument cliquer et appuyer, quoi. C'est marrant parce que en parlant, tu me suis rappelé de quelque chose que t'as connu Tekken Ouais. sur PlayStation. Bien sûr. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait sur Tekken, je crois que c'était le 1, Ouais. quand tu lançais le jeu, je sais pas si tu te rappelles, tu lançais le jeu, tu avais une combinaison de touches à faire, et c'est incroyable, après 25 ans, je me rappellerai, si tu me donnes une manette de PlayStation, je suis capable de te le refaire. Et même en le visualisant, je vois les boutons qu'il faut appuyer, c'est 7-8 touches d'affilée, c'est haut, triangle, bas, croix, gauche R1, droite R2. Ouais. Et ça lance un jeu, bon, ça lance un petit jeu de Space Invader ou je sais plus quoi, avec ça lance un petit jeu caché, quoi. Mais il faut le faire à un moment bien. Et c'est marrant de se rappeler 20 ans après, parce que je l'ai peut-être tellement fait que. C'est ça. Et je sais pas, enfin ouais, c'est marrant. T'es là, tu le fais, tu t'en rappelles plus, alors tu le revisualises, tu le fais les yeux fermés. C'est vraiment incroyable ce que le cerveau est capable de se rappeler quand tu as répété un mouvement pendant C'est des ça. mois ou des années, quoi.
Exactement. Et c'est un peu le principe, c'est que tu utilises justement ce qu'on appelle la mémoire procédurale, hein. C'est un des types de mémoire à long terme, notamment, qui est en lien avec les procédures, c'est-à-dire l'enchaînement de situations. Donc ça peut être des gestes autant que ça peut être des situations de vie. Par exemple, quand tu vas au restaurant, tu sais que bah, d'abord tu vas rentrer, ensuite tu vas voir soit le serveur, soit tu vas au bar, il va te placer, tu commandes, etc. Il y a une espèce de ribambelle d'étapes comme ça. Bah, ça, c'est Ouais, pareil, c'est la mémoire procédurale. Et donc en fait, l'idée, c'est d'entraîner ta mémoire procédurale et de la solliciter hors utilisation motrice pure. C'est-à-dire, tu enlèves tes doigts et tu fais que ça. Tu n'utilises que ça. Et ça, ce qui est marrant, c'est que il y a eu des expériences, et pourquoi est-ce que je le propose? Parce qu'il y a des expériences qui ont été faites comme ça, où ils ont demandé à faire des pompes aux gens dans leur tête, c'est-à-dire qu'au départ, voilà, ils faisaient les pompes, les vrais, hein, et puis après, ils leur demandaient de faire dans leur tête, pour voir est-ce qu'il y avait une efficacité sur la puissance. C'est-à-dire que là, tu te dis, bon, attends, tu muscles ton cerveau et tu soulèves plus fort à la barre? Ouais. Oui, ça incroyable. marche. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu t'imagines en train de faire les mouvements, donc là en l'occurrence, soit de soulever la barre, soit de faire des pompes, en fait tu vas entraîner pas seulement ton cerveau, mais aussi les nerfs. C'est-à-dire tout le circuit nerveux qui arrive de ton doigt à ton cerveau, en fait tu l'utilises. C'est comme si tu le faisais en vrai. Donc en fait, il va aller plus en plus vite, parce que comme les muscles, on a l'habitude de les voir, ils grossissent quand tu t'entraînes, bah, les nerfs, eux, plutôt que de grossir, ils vont accélérer. Donc ça accélère encore plus et ça fluidifie, ça fortifie la relation qu'il y a entre le cerveau et le doigt avec les nerfs qui vont avec. Donc en gros, c'est pas tant le muscle qui a pris que l'influx nerveux puissant qui arrive pour soulever la barre. Donc en fait, c'est pas de la puissance musculaire qu'on gagne, c'est de la puissance nerveuse. Voilà. Donc ça marche D'accord. aussi sur la Et patate. tout ça, c'est sur un travail de visualisation. Ouais, exactement. C'est incroyable. Donc C'est incroyable. c'est une deuxième version, et puis j'en ai une petite dernière si ça t'intéresse. Avec plaisir. Allez, c'est parti pour la dernière, et après je te relance le micro, parce que quand tu me lances, hein, je te l'ai dit, hein, avant Non, de non, commencer. mais Hein. vas-y, tu sais quoi, on a un peu plus d'une heure ensemble pour ce premier live. On va arriver sur la dernière partie et juste après avoir enchaîné sur ce troisième aspect dont tu nous parles. Allez, rapidement. Moi, c'est l'un des premiers que j'ai utilisé pour moi, qui est plutôt un mode gestion du stress, c'est-à-dire utiliser la visualisation pour se mettre dans sa bulle. Ça, c'est très important, hein, quand tu arrives, imaginons, sur une compète très, très, très importante, que tu sois sur scène ou chez toi, bah, c'est important d'être capable de se mettre dans sa bulle, de se mettre bien, et que si tu vois, tu as un stress, tu as le trac, boum, qui monte, etc., qu'est-ce que tu peux faire? Bah, là, tu peux utiliser, moi, ce que j'appelle le havre de paix, ou le lieu ressource. Chacun est libre après de l'appeler comme il veut. Et bah, c'est que tu t'imagines en fait dans une pièce qui est rassurante. Donc là, typiquement, moi, ce qu'on sait généralement pour les débutants, de prendre une pièce qu'on connaît bien et dans lequel il n'y a eu que du positif. Alors généralement, tu sais, c'est les lieux de vacances, ouais, c'est le balcon que j'ai vu quand j'étais sur l'île de Ré, ou alors quand j'étais à machin, etc. Bon, chacun est libre de prendre le lieu qu'il veut, mais une pièce fermée, pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, c'est plus facile à visualiser. Il y en a certains qui me disent des fois, ouais, mais dehors, c'est encore mieux. Oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu fasses un effort supplémentaire à ton cerveau pour visualiser l'entièreté Ouais, de l'environnement. C'est comme sur le PC. C'est-à-dire que si tu as un environnement énorme, bah, ça demande plus de ressources que quand tu es dans une ouais, petite pièce. Même principe avec le cerveau. effectivement. Et donc, du coup, quand tu es dans ta pièce, tu visualises un petit peu les bases. Alors, il faut deux choses. Première chose, une porte. Et une porte blindée. Un truc genre costaud. Parce que ça, c'est D'accord. elle qui doit arrêter les idées, les pensées, tous les trucs qui viennent te chicanent comme ça là. Hein, tu sais, quand Ouais, tu ouais, es en ouais, train ça de je te connais bien, poser, ouais. puis d'un coup, tu as tes idées, tes pensées qui viennent en permanence. Bah, en fait, C'est là, infernal. le symbole, c'est j'entre dans ma pièce, je ferme derrière moi, et là, je mets mon verrou. Et là, je mets pas un petit courte-clé, hein. Là, il faut un gros verrou. Moi, je peux te dire, au départ, tu sais, les espèces de grosses poutres dans les châteaux forts qui glissent comme ça Ah oui, dans un oui, oui, taquet. Moi, je mettais ça. Je mettais ça parce que c'était impossible pour moi, tu vois, d'avoir cette paix intérieure, parce que j'étais au tout départ et je galérais. C'est pour ça que je parle aussi de mon expérience. Comme ça permet de comprendre aussi les difficultés. Deuxième chose à mettre, un lieu un peu posé, chill, cocooning, où tu es en mode, tu as un canapé, ou tu as un lit, quelque chose qui te permet de te poser et d'être tranquille. Le reste, c'est complète liberté. Vous pouvez reprendre exactement le même décor que dans votre souvenir, ou en créer un autre, à vous de voir. Mais il faut avoir vraiment ces deux points-là. Une fois que vous avez fait cette première partie de visualisation, comment on fait pour le rendre tangible? Comment on fait pour le rendre palpable? Bah, c'est simple, il faut aller chercher du sens. Il faut mettre du sensoriel dans la visualisation.
Et ça, Mhm. il y a une technique qui est issue des thérapies cognitivo-comportementales qui marche très bien. C'est que tu vas voir, ensuite entendre, ensuite sentir les sensations qui sont autour de toi. Je te donne mon exemple. Moi, j'ai créé mon havre de paix sur le balcon de chez ma sœur, en Guadeloupe, parce qu'elle habite là-bas. Et donc, du coup, D'accord. j'ai le balcon qui est là, puis après, j'ai une petite vue comme ça sur la mer des Caraïbes, un petit morceau de forêt, de plage, très sympa, un lieu assez agréable, et puis avec beaucoup de souvenirs positifs, donc que du bonheur. Donc là, je ferme les yeux, je me mets dans mon havre de paix, et qu'est-ce que je vois? Je vois la mer des Caraïbes au loin, je vois la forêt qui est en bordure de plage, je vois la table basse où est posée une mangue ouverte et montée à la menthe, je vois mes pieds devant moi et le bain de soleil sur lequel je suis allongé. Ensuite, j'entends. J'entends la mer au loin, hein, les vagues qui s'écrasent, j'entends les différents oiseaux qui sont dans les arbres, j'entends aussi une petite musique qui fait Don't worry about the thing, hein, pour ceux qui ont Ah la oui. ref. Et j'entends aussi typiquement le vent dans les arbres et quelques chants au loin. Et ensuite, je sens. Donc je sens monter à la menthe, je sens la mangue, je sens aussi le matelas du bain de soleil qui me met bien, je sens le soleil sur ma peau et je sens une petite odeur de sel. Voilà. Ça, c'est en gros, qu'est-ce que je fais? Je donne à mon cerveau des informations sensorielles. Je vois, j'entends, je sens. Et ça, tu le fais en réduisant peu à peu. Tu vois, là, j'en ai fait 5. Ensuite, t'en fais Oui. 4. Ensuite, 3, 2, 1. Et une fois que tu es arrivé à 1, tu peux t'arrêter ou tu continues à rester dans ton havre de paix. Et en fait, l'idée d'une, c'est que ça va te permettre de relâcher ton attention. C'est-à-dire que tu vas te concentrer tellement sur qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sens, que tu vas arrêter de penser à autre chose. Donc en fait, c'est une bonne technique de recentrage au niveau attentionnel. Et en plus de ça, plus tu vas visualiser, c'est-à-dire plus tu vas lui dire regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, regarde, il y a ça, plus la visualisation va devenir réaliste. Plus ton cerveau va faire un vrai travail de décor où il va solidifier tous les éléments que tu vas voir, entendre et sentir. Et en fait, ça, tu peux l'utiliser après autant que tu veux, dès que t'es pas bien, que tu pourras, avant justement une solo queue un peu chaude, ou après une solo queue où tu as voulu péter les plombs, pof, tu te retrouves, tu coupes tout, et boum, tu te recentres. Puis après, 10-15 minutes plus tard, tu reprends ta solo queue, et puis let's go, quoi. Ah oui, d'accord. Par exemple, toi, tu peux faire ça entre deux solo queue Mmh. pour te recentrer. Ça doit pas être évident quand même, parce que Ah putain, bah non. si tu ressors frustré d'une solo queue, d'une game qui s'est hyper mal passée, Mmh. ou en termes de charge émotionnelle, c'est l'énervement à plus en pouvoir, putain, faut y arriver à se mettre Ah bah alors ça, dans c'est le cette... niveau avancé, hein. C'est-à-dire que si tu l'as déjà travaillé avant, si tu as l'habitude de le faire, et que c'est devenu un de tes outils, tu vois. Typiquement, ça, Ouais. tu peux pas le faire quand tu es débutant en visualisation. Donc ouais, on en revient à ce qu'on disait au départ. C'était de l'entraînement. Ouais, Ça se fait pas du jour au lendemain. c'est ça. euh, parce que on voit plein de techniques, hein, notamment sur YouTube, Ouais, d'outils comme ça que beaucoup connaissent, hein, déjà. ouais, Beaucoup de nos auditeurs, nos viewers connaissent déjà bien sûr. parce qu'ils se sont renseignés, parce que c'est des domaines qui les intéressent, hein. Et C'est ouais, pour ça aussi qu'ils nous suivent. Pour autant, l'accompagnement avec un préparateur mental va vous permettre je pense en tout cas, c'est l'objet, d'avoir une routine, de se créer une routine, en tout cas de se rendre autonome ouais, avec ces outils. c'est ça. C'est vraiment l'objet. Ok, super. Donc on a découvert sur cette deuxième partie un outil avec DocBrain qui était la visualisation. Yes. C'est quelque chose qui est utilisé, on peut le dire, je crois que c'est un outil quand même qui est relativement répandu en préparation mentale, et on le retrouve dans Ouais, tous les domaines, tout à fait. notamment sportifs. Beaucoup, ouais. euh, et ouais, chez les sportifs de haut niveau notamment. Mm. Et puis voilà. Donc du coup, la visualisation, on a un outil qui est dans notre poche comme ça, et qu'on Et ouais, peut apprendre à utiliser. Tu le disais tout à l'heure, un endroit qui nous est familier, sur lequel on se sent bien. c'est ça. Tout ça, cette imagination qu'il faut avoir, ça s'entraîne. C'est Ouais, euh, c'est hyper intéressant. En tout cas, merci Doug Brain de nous avoir avec grand plaisir. euh, expliqué cet outil. On arrive sur cette dernière partie. Allez, Euh,
Alors, j'ai pas plus de questions que ça pour l'instant. Mhm. Peut-être qu'avant que les viewers nous posent deux trois questions sur ce qu'on peut, sur ce qu'ils ont envie de te poser, hein, Mhm. c'est-à-dire c'est vraiment libre, hein, Ouais. on est dans l'impro depuis le début, Bah je ouais, pense qu'on l'a normal. remarqué. Du coup, moi j'avais une petite question pour amorcer un petit peu la troisième partie. Vas-y. Euh, Tu as accompagné déjà plusieurs joueurs. Ouais. Euh, Dernièrement, quelle était la problématique d'un de tes derniers joueurs et sur quoi vous avez pu travailler? Quelle était sa problématique de départ et comment ensemble vous avez pu travailler ça? Alors bien évidemment, euh, on reste dans l'anonymat, hein, il n'y a pas de nom à donner puisque je sais que tu coaches des gens plus ou moins connus sur la scène e-sport. Mhm. Mais l'idée c'est de savoir voilà, quelle problématique euh, on est venu te consulter et quel schéma tu as pu adopter derrière, quel accompagnement tu as pu proposer. Alors, si vous voulez avoir un exemple, moi je vous renvoie au double coaching que j'ai fait avec Laser LZ. Donc Laser Ouais, LZ qui est un joueur qui était challenger l'année dernière sur TFT, donc sur la dernière saison. Là il est Grand Master, Master je sais plus, mais il a été jusqu'à challenger et donc du coup j'ai fait un double coaching avec lui, c'est-à-dire que j'ai fait un coaching d'abord préparation mentale dans la première heure et lui ensuite m'a coaché sur TFT. Vous allez voir, très sympa. Donc voilà, si vous voulez avoir un exemple typique et complet, on va dire, parce que là je vous donne un exemple rapide pour l'émission, mais si vous voulez un truc un peu plus long, vous pouvez aller là-dessus. Il y a tout ce qu'il vous faut pour avoir un exemple un peu plus complet. Alors, pour te répondre plus directement, et puis pour prendre une des problématiques que j'ai pu gérer, c'est par exemple la peur des motes. Ça, c'est un d'accord. truc très important, hein, évidemment, quand on progresse, quand on monte en elo, que ce soit sur des jeux où il y a des classements, hein, puisque c'est typiquement la base de l'e-sport, eh bien, au niveau des classements, dans certains jeux, tu vas avoir la possibilité de descendre de catégorie, descendre d'une division en quelque sorte. Hein, Mm. pareil, je parlais du Challenger sur TFT, bah, on l'a pareil sur LoL, on l'a après des différents noms, on va dire, en fonction des jeux, mais c'est un peu le même principe. T'as les plus forts, ensuite les un tout petit peu moins forts, etc. etc. Donc, l'un des problèmes, justement, quand on est dans cette période de grind, où on va progresser, essayer de monter en elo ou en score, eh bien, il y a toujours la peur de redescendre d'une catégorie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu accompagner, justement, et la grande difficulté là-dessus, c'est quoi? C'est que si on avance avec la peur de redescendre, en fait, on prend plus de risques, on va plus jouer comme on sait faire, on va essayer de faire le minimum syndical, le minimum d'erreurs pour pas trop descendre, ce qui fait qu'en fait, le playstyle qu'on peut avoir habituellement qui marche bien et qui permet de monter, qui a permis de monter jusque-là, bah, c'est comme si on se restreignait pour éviter de redescendre, ce qui fait qu'en fait, bah, on s'enferme dans des schémas, ce qui fait qu'on est moins flexible, moins plasticité cérébrale diff, et aussi, surtout, on commence à avoir peur, on commence à avoir une anxiété en se disant oh là là, putain, si je démote, oh là là, si je perds mon elo, oh là là, si je perds mon rang, etc. En fait, si on construit son grind, et à partir d'un certain stade, c'est ce qui peut arriver là-dessus, eh bien, à un moment donné, soit on va stagner et on va rester au même endroit, ou alors pire, on va redescendre, puisque forcément, on ne joue plus avec le style qui nous a fait monter, et donc du coup on risque de perdre justement toute la dynamique qu'on a mis en place. Donc là-dessus, qu'est-ce que je peux faire? La méthodologie de travail, c'est plusieurs actes possibles, parce que évidemment en fonction des personnes, tu ne travailles pas de la même manière. Premier axe de travail, ça va être la confiance en ses capacités, donc confiance en soi. Hein, ça, c'est un des éléments qui est majeur dans la réussite, et notamment dans la peur de la réussite, c'est qu'il peut y avoir un syndrome de l'imposteur, par exemple. Oui, mais je suis arrivé là parce que j'ai eu de la chance, parce que les autres m'ont aidé, parce que, voilà, on n'arrive pas à se trouver quelque chose pour nous-mêmes. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut travailler. On peut aussi travailler tout le côté stress, parce que évidemment, bah, quand on va monter, à un moment donné, on se met plus la pression. Et quand ça peut passer jusqu'en master, peut-être même jusqu'en grand master pour certains, mais bah, à un certain point, la pression est telle que si on n'a pas suffisamment de moyens pour gérer son stress, ben, on peut soit stagner, soit s'écrouler, bien sûr. Et puis après, on peut aussi travailler la logique de quelles sont nos croyances, qu'est-ce qu'on peut euh, construire comme idée, comme pensée, vis-à-vis de la situation qui est devant nous. Si on se dit oh là là, j'ai peur de perdre, je veux pas redescendre, je suis bien là où je suis, ou en tout cas je veux continuer à monter mais sans prendre de risques, ben en fait les idées, les pensées ne sont pas cohérentes
vis-à-vis de ce qu'on veut atteindre. C'est-à-dire, imaginons le challenger. Bah là, oui, on a un gap qui est pas seulement un gap de LP ou de score, c'est aussi un gap d'état d'esprit. C'est-à-dire que tu vas penser là alors que tu dois penser là. Et donc du coup, ça, on peut le retravailler justement en reformulant des phrases, en reconstruisant des pensées ou des croyances, et en limitant justement l'impact de croyances négatives, de croyances limitantes sur, que ce soit la confiance comme je le disais, ou alors tout simplement sur l'idée de pouvoir y arriver. La peur de gagner, c'est quelque chose qui est réel. Et on peut le travailler justement en reconstruisant un petit peu différemment, en reprogrammant, si on veut faire un petit peu un parallèle avec les Ouais. PC, Pour la pensée. reprogrammer son cerveau, Ouais, c'est ça, exactement. c'est ça. Mais ouais, c'est super intéressant là, cette notion de reprogrammer. Et puis, syndrome de l'imposteur, t'en parlais à Hmm, l'instant, c'est marrant. Enfin, c'est des choses qu'on retrouve IRL dans plein de domaines, hein, tout à que ce soit fait. dans le monde du travail, aussi bien dans le monde sportif que dans le monde du travail. Et on les retrouve aujourd'hui chez les joueurs e-sport. Tout à fait. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a des solutions et que, encore une fois, tout ça, ça se travaille, c'est de l'entraînement Tout à fait. mental, cérébral, cognitif. Tout ça. Ouais, ouais, non, c'est intéressant. Euh, on a une question d'un viewer qui nous Allez. demande je stresse parce que enfin, j'ai les mains moites et du coup, en gros, il dit que pourquoi je stresse quand je joue euh, des joueurs plus forts que moi en fait. Ouais. Et c'est typique, et du coup il a identifié en fait qu'il avait les mains moites à ce moment-là. Ouais. Comment ça s'explique ce phénomène en fait de mains moites vis-à-vis de son stress? En fait, là, il y a deux choses qui sont intéressantes, en plus des mains moites. C'est comment ça se fait que je suis plus stressé quand je joue contre plus fort que moi. Et quand je le sais. Hein. Ça, c'est la Ouais, première étape qui fait que bah, ça va provoquer ensuite tout un tas de conséquences, y compris les mains moites, j'y viendrai. Alors, quand on est face à quelqu'un de son niveau ou d'un niveau inférieur, qu'est-ce qui se passe? Bah, on se dit, je peux le battre, en tout cas ça va peut-être être chaud, mais je peux y arriver. Donc en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de confiance en soi pour pouvoir jouer à un même niveau ou un niveau en dessous. Parce qu'en fait, on est à peu près dans la même lignée que ce qu'on est capable de faire. Okay. Sauf que quand on voit quelqu'un plus haut, déjà, ça veut dire que on a une capacité à se projeter sur plus haut que soi. C'est-à-dire qu'au niveau de la confiance ou au niveau de sa capacité d'évolution, on se dit ok, il y a quelqu'un qui est plus haut au niveau du score, mais est-ce qu'il est meilleur que moi? Il y a une ouais, différence entre être différence, ouais. meilleur et avoir plus de score. Hein. Typiquement, moi je sais que ce qui me fait marrer par exemple, c'est sur des jeux, il y a des One Trick Pony, des OTP. Hein, ils jouent que un seul champion pour monter et ils montent très très haut. Mais est-ce que ça fait d'eux de meilleurs joueurs ou juste bah, ils ont plus de score parce qu'ils jouent qu'un seul champion? Bah, en fait, c'est là où l'état d'esprit, le mindset va être important. Comment je me place vis-à-vis de quelqu'un qui est au-dessus? Je le vois comme étant une menace, quelqu'un qui est trop fort, je ne peux pas, voilà, une espèce de stress et de peur. Et ça, ça arrive, hein, c'est pas grave. C'est juste que l'état d'esprit, il doit être non pas sur oh là là, quelqu'un est plus fort, mais ah là là, c'est ce que je veux devenir. Ah ben voilà, comment je vais faire pour apprendre de lui? Je vais le combattre, je vais être face à lui, bah, justement, ok, plutôt que de me dire, oh là, je vais perdre, oh là là, ça va être trop compliqué, bah, plutôt que d'avoir ça en tête, l'idée c'est de reformuler. Comment je peux apprendre de cette personne-là? Est-ce que je peux grandir pour aller rejoindre son niveau? Comment je fais pour évoluer et apprendre des choses afin d'atteindre le score qu'il a? Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est un peu, tu sais, il y a une technique comme ça, un peu au théâtre, ou quand t'es stressé, d'imaginer les gens à poil. Tu sais, Ouais, le ouais, spectateur ou les médecins, les gens un peu impressionnants, tu les imagines à poil ou aux chiottes, et là d'un coup, pouf, tu vois, le mythe il tombe. Et bah, ouais, ouais. c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que si tu analyses, tu vois les choses différemment, bah, ça te permet de désacraliser un peu les gens plus forts. Tu vois, ça c'est. Moi, c'est ce qui est typique pour moi en fait quand je bosse par exemple avec des gros chefs d'entreprise ou des trucs comme ça. Je vois pas les chefs d'entreprise en face de moi. Je vois des humains qui ont un cerveau et qui est pas fini. Donc en fait, je ne suis pas mal à l'aise parce que en fait, je vois exactement ce qu'il y a derrière le costume à 3000 balles. Tu vois, c'est ça aussi. 3000 encore, je suis gentil. Mais voilà. Minimum.
Ouais, l'idée elle est là, c'est-à-dire que si tu te reprogrammes à l'intérieur comment tu imagines la personne, c'est plus la même chose. Et puis après, pour les conséquences physiologiques, bah en fait le stress ça provoque tout un tas de choses dans le corps, par exemple l'accélération du cœur typiquement, hein, quand on est stressé, boum boum boum, ça part. Hein. Ouais. Puis après on va soit transpirer ici, puis on va transpirer des mains. En fait, c'est une réaction typique physiologique hein, du stress. En fait, plus on va être stressé, plus on va avoir tendance à avoir ce genre de symptômes-là qui va s'exacerber, développer. Donc voilà, le stress d'avoir quelqu'un au-dessus, qui est plus important qu'un stress classique, eh bien, fait qu'il y a encore plus justement de cette transpiration manuelle. Donc voilà, c'est tout simple, c'est du physiologique, hein. C'est vraiment typiquement corporel. Super. On a une autre question Allez. sur notamment un joueur CSGO qui nous dit que euh, il en a marre d'avoir des joueurs, des mates, Mhm. des coéquipiers qui, à cause lui font perdre la game. Ouais, Et il précise que bah, euh, un round, deux rounds, trois rounds perdus, derrière c'est hyper dur de se remettre. Et tout ça parce que la faute est rejetée sur ses mates et il n'arrive pas à passer au-delà de ça et d'essayer de voir les choses plus positives. Mais ça le fait tilter complètement en fait, de je voir que ses comprends. mates ne l'aident pas quoi. Ouais. Ah bah c'est sûr, hein. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu fais un e-sport d'équipe et que tu es en solo queue, c'est-à-dire que tu es tout seul et que tu n'as pas d'équipe réelle et préparée, ça va être toujours le même problème. On retrouve ça sur CSGO, sur Rocket League, sur LoL, sur voilà, tous les jeux où tu peux pop comme ça dans une game sans teammate déjà prêt, bah en fait tu as exactement le même principe. Alors là sur CSGO, le truc c'est que tu vas avoir évidemment des rounds, tu vas avoir une mécanique de map. Alors ça dépend évidemment s'ils jouent dans une configuration tournoi ou une configuration solo queue, mais en solo queue, bah, typiquement t'enchaînes. Là, t'es Ouais. terreau, counter, etc. Et puis après, tu vas après partir. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette gestion, on va dire, des teammates? Quand on enchaîne comme ça plusieurs parties d'affilée, typiquement, bah, en fait, si la première, deuxième commence à se passer mal, ça va tilter. D'un côté, de l'autre, il y en a qui vont rage quit, d'autres qui vont insulter les darons, d'autres qui vont commencer à se suicider en boucle. Enfin voilà, c'est assez classique des jeux parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que dans ce genre de situation-là, tu vas avoir des gens de tout âge, de tout milieu social, qui ont plein de situations différentes de vie, y compris d'éducation, de gestion du stress, etc. Et en fait, ils vont arriver sur le jeu vidéo, pour eux, ça se trouve, ce sera juste la fin de journée, ils ont une journée de merde, la seule chose qu'ils veulent, c'est de faire n'importe quoi, c'est d'essayer de faire des kills, la stratégie, ils n'ont rien à taper, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste lâcher. Et donc du coup, bah, à un moment donné, si tu leur dis mate, s'il te plaît, va à droite, prends B, va short, etc. Bah, en fait, les mecs ils vont te dire, mais en fait, va te faire voir. Moi, je m'en fous de ce que tu me dis, je veux juste buter du gens. Voilà. Donc en fait, ton attente vis-à-vis de CSGO ou tes teammates, elle doit être limitée à ça. C'est-à-dire que je ne dois pas compter sur eux plus que ce qu'ils sont capables de me donner. Concrètement, Ouais. si tu attends à avoir ce que tu vois, Pas que je compte sur eux quoi. Enfin, c'est ça en fait. bah, tu fais Faut que je n'attende rien d'eux en fait. bah, le moins Si possible, ce n'est parce que que plus tu jouer vas au même attendre jeu. ça, si imaginons tu te projettes, tu te dis bah, on va jouer coordonné, je vais faire un peu leader, je vais leur donner des tips ou des stratégies pour pouvoir prendre tel et tel point, bah, en fait le problème c'est que vu que c'est pas ton équipe, les gens la moitié n'auront rien à taper, l'autre t'enverront dans les heroes pour le dire gentiment, si ce n'est d'aller beaucoup plus Insulté. loin insulter les darons. Et en fait, le truc, c'est que quand tu es face à ce genre de situation-là, c'est les attentes qui fait que c'est frustrant. Le principe de base, c'est que quand tu te projettes dans une partie, dans une game, tu vas avoir envie de gagner, par exemple. Tu te dis, voilà, ça va bien se passer, on a une stratégie, et en fait, inconsciemment, tu le fais. Ok. Donc ton attente, c'est je vais faire ma game, je vais prendre de l'élo, je vais gagner, et puis je vais continuer à progresser. Sauf que si tu joues pour gagner, en pensant que ça va être uniquement ton chemin de base, bah forcément que tu vas être déçu. Forcément que tu vas être hyper tilté quand les gens vont te run down round après round. Mais en fait, le principe de base, c'est quoi? Si tu veux progresser, il faut jouer pour progresser, pas jouer pour gagner. Et ça, c'est un très très gros travail sur Intéressant ce les que tu joueurs pro. dis. Jouer pour progresser Ouais, et pas se focaliser peut-être juste pour dire je veux atteindre ce rank absolument. Je parle de exactement. Counter-Strike parce Ouais, que le viewer nous parle de Counter-Strike. bien sûr. Euh,
le Graal, c'est le rank Global Elite. Mhm. Tout le monde parle de ça C'est quand on ça, joue sur CSGO, mais finalement, il y a encore 10 ranks avant d'arriver sur le Global Elite. Est-ce qu'on n'y va c'est pas ça. step by step Mhm. et se concentrer plutôt sur sa progression? Alors, c'est ça que tu dis, hein, c'est se concentrer plutôt sur sa progression C'est que ça. sur le résultat qu'on à terme? Ouais. Bah, surtout que, en fait, tout dépend quel rank il est. Alors évidemment, s'il est à un ou deux ranks du Global Elite, bah, là clairement, pour moi, il y a une question qui va beaucoup plus loin que juste mes main, c'est bah, pourquoi t'es pas dans une team. S'il est beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'il est dans l'équivalent je sais pas, bronze, argent, or, qui sont là, je connais pas les ranked sur CSGO, mais j'imagine qu'il y a évidemment les avantages, enfin les mêmes choses que pour LoL. Bah, imaginons que tu es dans l'équivalent du bas, bah, en fait là l'idée c'est quoi? Bah, c'est que c'est ton objectif, c'est pas d'être plus haut, c'est déjà de progresser. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une meilleure aim? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une stratégie plus intéressante? Qu'est-ce qui fait que tu vas gagner tes 1v1? Qu'est-ce qui fait que tu vas anticiper les stratégies des autres? Et en fait, c'est exactement ces points-là qu'il faut travailler. Et en fait, naturellement, à force de les travailler et d'être de meilleur en meilleur sur ces points-là, bah en fait, quand tu lanceras tes games, bah ce sera toi qui va carry la game. C'est-à-dire que tu seras suffisamment bon pour le faire. Alors oui, tu te feras toujours. Il y aura toujours des games que tu vas perdre parce que tu as des connards ou des mecs qui vont run down. Mais en l'occurrence, vu que tu es bien meilleur et que tu as progressé sur les fondamentaux, bah en fait, tu vas pouvoir carry les games et la moitié des games que tu perdras parce que c'est toi qui faisais l'erreur, bah là tu les gagneras. Et donc tu progresseras naturellement dans tes ranked. Et à un moment donné, il faut être clair, dans les jeux d'équipe, il y a un point, il faut aller jouer en équipe. Enfin, je veux dire, la solo queue, C'est ça ce a que ses j'allais dire, limites. ouais. Pour moi, si tu veux péter les plombs, la solo queue, c'est le meilleur moyen. Si tu veux down le mental, Ah ouais. c'est le meilleur moyen, Hop. effectivement, ouais. Mais il y a une autre notion aussi, c'est alors je sais pas si c'est un rapport avec les croyances limitantes que tu parlais, mais non, je crois pas que ce soit ça. En Bah fait, dis-moi, dis-moi. c'est quand il vaut mieux capitaliser sur ce que tu maîtrises toi, que savoir si ton, ton mate va faire telle ou telle chose en fait. Vaut mieux capitaliser sur ce que toi tu peux maîtriser en fait. C'est-à-dire tu connais tes compétences, tu Hmm. connais ce que tu es capable de faire à tel moment dans la game, Ouais, euh, plutôt que de te focaliser sur je donne le call à un mate pour qu'il aille faire ça et potentiellement il va pas le faire et ça va me faire complètement péter les plombs quoi. ouais, Donc il y a vraiment cette notion de dire voilà, moi je sais de quoi je suis capable, je le fais et je me concentre sur ce que je fais quoi. c'est ça. Après, comme tu le dis si bien, évidemment si on joue à un jeu d'équipe comme CSGO, Rocket League ou encore League of Legends, Hmm. l'idéal c'est de trouver des mates Ouais, euh, avec qui partager ses games quoi. En tout c'est cas, ça. construire quelque chose quoi. Ouais, effectivement. Bah, si tu veux, il y a un moment donné où la solo queue a ses limites. Alors, il y en a qui montent en solo queue très haut, très vite, il n'y a pas de problème, hein. Il y en a qui le font très bien, mais c'est des situations où ils jouent aussi à côté en team. Tu vois, typiquement, les plus hauts ranks des jeux e-sportifs sont généralement soit en team à côté, soit ils vont avoir des moments où ils vont faire à la fois le côté pro, puis après le côté solo queue. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils auront un mix Ouais. comme ça. Ce qui fait que ça évite justement le côté frustration, et même s'ils perdent 200 points et qu'ils sont plus Global Elite ou Challenger, en fait ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils sont en équipe, qu'ils peuvent jouer des grosses games et puis se faire plaisir aussi à côté. Donc en fait, pour moi, il faut qu'il y ait une alternance en fait. Si le viewer dont je parlais tout à l'heure est en solo tout le temps, en fait, le problème c'est que ça va taper sur son mental, il va avoir du mal à step up et à passer outre parce que justement, l'idée c'est d'alterner entre les moments où tu es avec des gens que tu connais, au moins une ou deux personnes en plus, parce que ça permet de limiter les randoms, ça permet de limiter les inters, ça permet de limiter voilà, le nombre de personnes qui peuvent potentiellement te foutre ta game en l'air. Hein. Et Mhm. puis après, ça permet aussi d'être beaucoup plus lié, d'avoir de la communication, de faire ces petites strates, même si c'est que à deux. Tu vois, vas-y, viens, on va au point A, on va prendre la short et puis ce sera plus pratique. Si jamais tu prends cette ligne-là, moi je prends celle-là, etc. Tu vois. Et bah, même ne serait-ce que ça te détilte parce que tu es avec quelqu'un, parce que tu fais des choses, parce que tu es en lien avec un humain.
Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. C'est que le full solo queue, c'est le meilleur moyen pour taper la tête contre les murs, clairement. Alors que justement, le faire d'alterner entre solo queue et duo, par exemple, ou trio ou plus, hein, bien sûr, Ouais. ça permet justement de voir, de dire les choses autrement, et puis de voir que, enfin, tu as eu qu'une bonne team, enfin, tu communiques. Et puis même, des fois, c'est toi qui fais de la merde. Puis des fois, en fait, c'est toi qui est pas bon. Quand tu te rends compte de ça. Ah ouais, quand t'es en Ouais. team, tu te dis putain, mec, tu te passes pas un 1v1 depuis 4 rounds là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est Ah bah clair. ouais, bah c'est peut-être pas toi qui flamait toutes les games avant, qui intait aussi quoi. Ouais, clairement, bah, surtout qu'il y a plusieurs facteurs en fait Bien sûr. qui derrière peut amener à, euh, à une contre-performance. Ok, super. Bah écoute, je crois qu'on a fini au niveau des questions. Allez, super. Et du coup, ça vient clore en fait ce premier live, Dogbrain. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Ça a été un bon moment en tout cas que j'ai passé avec toi. J'espère que les viewers aussi. Et puis voilà, alors petit mot de la fin, Hmm. avant que je te laisse le dernier mot. Mental in Game, on le rappelle, c'est la plateforme de préparation mentale qui a été donc lancée depuis la rentrée, depuis septembre. Euh, on va être plus actif, je vais être plus actif, notamment avec Guillaume, hein. Nous sommes les cofondateurs de, Mental in Game et on a encore toute cette fin d'année et le début d'année prochaine pour apporter de la valeur sur nos réseaux, dans notre contenu. Vous allez voir, il y aura deux types d'abonnements qui seront disponibles pour ceux qui veulent aller plus loin et donc se faire accompagner Yes. par Dogbrain, par exemple, si vous avez Ça va de trouvé que service. voilà, ce soir, Dogbrain euh, vous parle sur certains aspects, bah, vous pouvez le retrouver sur la plateforme Mental in Game. Et je vais te laisser aussi le mot de la fin, puisqu'on te retrouve aussi sur Processus. Ouais. On te retrouve sur les réseaux. Donc, bah, vas-y, c'est toi qui vas avoir ce dernier mot. Et puis, tu peux nous parler aussi de là où on peut te retrouver et ce que tu fais aussi à côté. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci déjà de m'avoir invité, hein. C'était vraiment très sympa de pouvoir discuter avec toi, d'avoir cette interaction ensemble, puis avec les viewers aussi. Alors, moi évidemment, en plus de Montaling Game qui gentiment me fait le lien justement avec ses propres troupes, eh bien vous pouvez me retrouver à côté aussi, hein, évidemment en collaboration avec Montaling Game pour un certain nombre de projets. Et donc là où vous pouvez me retrouver, c'est tout simplement process-us.fr. C'est le site internet de Processus. Et donc, du coup, là, vous aurez un peu plus d'infos sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et vous allez pouvoir aussi nous retrouver, bien sûr, sur Twitter. Oui, hein, vous connaissez, hein, si t'as pas Twitter, t'as raté ta vie dans l'e-sport. Hein. Tout dans Pour l'e-sport. Ah ouais, ouais, bah, bien sûr. Ah, donc du coup, moi, c'est Dogbrain. Vous me retrouvez sous ce blaze-là, on va dire, sur Twitter à la base. Et puis après, pour l'entreprise, vous avez Processus eSport, cette fois-ci, pour pouvoir vous mettre les discussions avec nous, avec plaisir. On prendra un peu de temps pour papoter. C'est vraiment très sympa. On vous tient au courant sur les émissions, sur ce qui se passe, etc. Donc voilà, process-us pour Twitter. Voilà, pour le côté un petit peu pub et réseau. Pour le reste, évidemment, si vous voulez en savoir plus, contactez-nous via la plateforme Mentaling Game. Je me ferai un plaisir de vous répondre et puis de prendre un peu de temps en MP si besoin. Et vous le retrouvez aussi, bien évidemment, sur Discord de Mental in Game. Donc, Et ouais, très facile de pouvoir aussi communiquer via ce réseau. clairement. Merci à tous pour avoir suivi ce premier live Mental in Game. On se retrouve très vite pour découvrir d'autres préparateurs mentaux, d'autres coachs mentaux sur la plateforme Mental in Game. Je vous dis à bientôt, excellente soirée, ciao! Salut!